Gérard Carver, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine de l'interview du vendredi. Heureux de vous rencontrer. Vous êtes le parrain de mon meilleur ami. Oui. Et vous étiez peut-être dans le passé dans les courses. Mais Oui. avant de commencer, j'aimerais savoir qui est Gérard Carver. Qui vous êtes? Je suis le fils de Marcel, mon père, Marcel Carver. Et j'ai une famille, nous avons immigré en Australie depuis 1981 avec mes 4 enfants. Et nous sommes là-bas, mais nous sommes retournés très régulièrement à Maurice, tous les 2-3 ans on retourne. Nous sommes bien contents d'être mauriciens, bien fiers. Tous nos enfants aussi sont très contents de revenir voir le pays natal où ils sont nés. Et maintenant, ils ont tous une famille là-bas, alors donc nous résidons à Perth, en Australie. En Australie, nous avons fait pas mal de choses depuis que j'étais en Australie. J'ai commencé à faire une agence de voyage que j'ai appelée Carver Tours, que nous avons promu un peu à l'île Maurice, évidemment. On voyait des personnes ici. Puis ensuite, j'ai été un peu dans l'immobilier, real estate. Et dernièrement, 25 ans de cela, nous avons commencé une compagnie d'école maternelle à Perth, childcare. Donc avec mes 2 fils, mes 2 aînés, on a commencé cette compagnie-là, qui dure toujours. Donc nous sommes toujours dans le business du childcare. Et moi, il y a 4-5 ans, je me suis retiré maintenant. Et les enfants continuent. Vous êtes parti en 1981, vous l'avez dit. Est-ce que Maurice a changé? Étant donné que vous venez tous les 3-4 ans, donc vous ne voyez pas la transformation, mais disons quand vous avez quitté en 81, quand vous étiez presque 38 ans, 39 ans, est-ce que Maurice a changé selon vous? A changé beaucoup. Il y a des développements extraordinaires. Les 2 ou 3 dernières fois que nous sommes venus à Maurice, avec toujours la famille, d'ailleurs en 2015 nous sommes retournés, on a passé à peu près 4-5 jours au Mauritius comme aujourd'hui. Et les 3 dernières fois que nous sommes retournés, donc nous sommes restés un peu dans le nord de l'île. Trobiche était notre endroit préféré, Grand Bay, donc dans le nord. On n'a pas voyagé tellement dans le sud ou à Souillac, Suriname, ni Rivière-Noire, ni Ficanflac, pas beaucoup. Cette fois-ci, quand nous sommes venus, nous avons été directement à Ficanflac pour aller à un petit campement. C'est là que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de développement en tant que bâtiment, développement, beaucoup. Et à Ficanflac, surtout dans cette région-là, c'est incroyable comment ça a changé, comment ça s'est développé. Vous m'avez dit que vous étiez dans l'immobilier. Alors, comment vous voyez un peu ce développement foncier que Maurice a connu? Formidable, absolument formidable. Il y a quelques années, quand nous sommes venus, on a été passer une journée à Zurich qui venait de commencer, je crois. Dans le nord, oui. Dans le nord, qui venait de commencer à faire un genre de complexe comme ça. Et depuis, je peux voir qu'il y a beaucoup de similarités dans ce qu'ils ont fait, comme à Zurich. Là même, là où mon filleul Steve habite, à Bambou, qui était pour nous un petit village de rien du tout, où il n'y avait pas de développement. Mais ayant été chez lui la dernière fois, nous avons vu quel changement, quelle merveille qu'ils ont fait, de développement, de villages, de maisons, de bâtiments, d'appartements. Il n'existait pas. Ça, c'est un peu le caractéristique dans les nouveaux développements fonciers, Maurice. On va quitter ça, on va aller un peu sur le core subject. On va y aller les maisons qui sont un peu pareilles, même si c'est comme si vous passez dans une ville en Angleterre, on voit toutes les maisons qui sont pareilles, mais à l'intérieur, c'est chacun il fait comme il veut. Ouais. C'est beau pour Maurice quand vous passez un peu, vous traversez Maurice, vous voyez une maison d'un style, l'autre maison qui fait un peu la particularité du secteur de la construction à Maurice, c'est que tout le monde fait ce qu'il veut, alors que là, vraiment, dans cet endroit que vous avez dit à Bambou, c'était vraiment uniforme. C'est-à-dire vous passez devant la porte numéro 57, 58, 55, c'est presque la même chose du dehors. Oui.
Ouais, moi je vois ça bon. Je vois ça bon d'un côté parce que on donne les personnes la facilité de faire un petit peu le modèle, si vous voulez, ou bien le genre de style de ce développement-là, tout en les permettant de changer l'intérieur et de faire ce qu'ils veulent à l'intérieur. Hein. J'apprends qu'il y a des développements qui se font, par exemple, à Baie du Tombeau, qui pour nous était simplement un petit resort de plage. Hein. Et là, j'apprends qu'il y a un développement extraordinaire qui commence à se faire à Baie du Tombeau, hein, où ils ont des villas, où ils ont beaucoup de villas qui vont être construites. On va parler de course. Dans quelques jours, c'est le Méden. Malheureusement, je sais que vous partez avant. Non, Donc, je ne pars pas avant. vous partez, c'est le premier. Vous partez. Non, je pars après. Ah, donc vous allez vivre Oui. le Méden. Oui, je vais vivre, j'aurais bien aimé aller, possiblement, aller au Méden, que je n'ai pas été depuis assez longtemps. Donc je voudrais. Comment c'était le Méden dans le passé? Avant 1980, peut-être. Oh là là, il y avait toujours beaucoup de monde. Hein. Le Méden, il y avait toujours beaucoup de monde. Mais moi, pour moi personnellement, les courses étaient un peu, si vous voulez, restrictées pour moi parce que je ne pouvais pas aller me rendre compte de ce qui se passait puisqu'on était bookmaker. Voilà. On va revenir à ce sujet de Parce qu'on bookmaker. était bookmaker. Je me revois pendant toutes ces années-là aller aux courses, mais étant bookmaker, nous venions à la fin, nous autres, pour venir voir les courses. On laissait tout le monde partir, et on était les derniers et les premiers à revenir à notre poste. Mais j'aurais bien voulu aller voir et assister à un Méden comme spectateur maintenant. De la plaine ou côté Non, loge? côté loge, Mais il faut la faire vite. oui. Il faut la, Il me faut la fera faire faire vite. vite, oui. Qu'est-ce qui fait la force de notre Méden? J'ai rencontré le CEO de la MTC il y a quelques temps, il m'a dit comme ça, c'était un des phénomènes les plus sportifs de l'année qui réunit toute la population mauricienne. Est-ce que depuis des années, on parle de la 177e édition du Méden, est-ce que ça réunit toujours les Mais Mauriciens? enfin, oui. Et c'est unique pour nous autres, pas seulement le Méden, mais c'est unique. Le changement, c'est unique pour moi dans le monde, étant donné que, comme mon papa avait fait, on a assisté, on a été dans beaucoup de champs de course, que ce soit en Europe, que ce soit à Singapour, que ce soit à Hong Kong. Et maintenant, on est en Australie, on a été partout en Australie où il y a des courses. Mais la popularité des courses dans le monde ne peut pas être comparée de ce que nous avons à Maurice ici. Pourquoi? Parce que d'abord, les gens sont très attirés, ils viennent aux courses. La façon que le champ de masse est formé, si vous voulez, est bien différent. Je n'ai pas vu, et je ne crois pas qu'il existe beaucoup de champs de course avec cette particularité où vous avez une foule au milieu de la piste. Au milieu de la piste. Il n'y a rien au milieu de la piste. C'est vide. Alors, tout le monde est autour, dans les loges, donc devant la piste. Tandis qu'ici à Maurice, nous avons cette foule incroyable qui viennent se mêler là, et ils sont contents d'être au milieu, dans la foule, comme on dit ça, hein, dans la foule au milieu du champ de masse. Quelques-uns vont même jusqu'à la montagne. Je suppose que ça existe toujours. Oui, peut-être oui. Ça existe encore. Il y a maintenant des grands bâtiments, ils regardent ça directement depuis les bâtiments. Donc ça c'est unique. Pour moi c'est unique ça. De voir les courses dans les loges et la piste et voir à l'intérieur. Surtout comme une journée pour le Méden, ça va être super rempli de foule, de gens. C'est unique pour moi ça. La quantité de personnes qui aiment les courses vraiment. Si on regarde, est-ce que le colonel Draper a réussi son pari 160, peut-être 200 ans après?
d'avoir réuni toute la population mauricienne. C'était un peu ça le but, l'objectif des courses à Maurice. Absolument, absolument. Je suis très très content et très fier, moi, comme Mauricien, de voir que toute la population, indistinctement, se réunit aux courses. Et le Médan, naturellement, est quelque chose d'explosif. Est-ce qu'il y a des médailles qui vous ont marqué, peut-être en tant qu'à l'arrière du bouquet? Est-ce qu'il y a des chevaux que vous avez, qui étaient vraiment des imbattables, mais des... Beaucoup de souvenirs. Nous avons beaucoup de souvenirs de chevaux, de toutes sortes de noms. Je ne sais pas moi encore ces noms-là, Spanita, Mirabeau, Mystic Snow. Oui, voilà, Mystic Snow, je connais. Mystic Snow, No Name, Prodigal, des chevaux comme ça qui sont des souvenirs extraordinaires pour nous. Comment était l'ambiance? Parce que maintenant, on voit beaucoup de voitures. Peut-être à l'époque, tu avais moins de voitures, moins de sonorisation, moins de technologie. C'était un peu plus artisanal. Comment c'était? Non. Anciennement, c'était bien meilleur avec l'évolution que nous avons maintenant, si j'ose dire ça. Bien meilleur. C'était une foule qui se réunissait vraiment en population. C'était la population réunie. Tous les gens marchaient, tout le monde était content. On était vraiment une foule unie. Sans distraction, comme vous dites, sans distraction de voitures qui passent, qui trompent, qui rentrent, qui sortent, sans technologie. Vous disiez que votre père était bouquet. Comment est venue cette idée de faire du bouquet? Parce que ce que j'ai pu comprendre, vous êtes parmi les premiers bookmakers de Maurice. Donc là, nous sommes les premiers bookmakers. Mon père, était le premier bookmaker, à proprement parler, de Maurice. Et c'est arrivé, je me rappelle, moi, j'étais encore beaucoup plus jeune, mais je me rappelle très bien de comment c'est arrivé. Parce que nous étions toujours dans les courses. Moi, étant très jeune, j'allais avec lui, par exemple, à l'entraînement des chevaux le matin, à 6 h du matin. On habitait Beaubassin. Mais très souvent, 2 fois par semaine peut-être, on allait au training, comme ils appelaient. À 6 h du matin, on était là, on regardait les chevaux s'entraîner. Ensuite, lui, étant donné qu'il avait toujours la bougeotte, il bougeait beaucoup, il allait dans beaucoup de pays, il a visité beaucoup d'endroits. Alors, étant donné, à chaque fois qu'il visitait ces pays-là, il se faisait un devoir d'aller sur un champ de course, que ce soit à Singapour, que ce soit à Hong Kong, que ce soit à Paris, que ce soit en Angleterre. Et finalement, l'Australie a commencé à rentrer en jeu. Je me souviens très bien qu'un jour, il est parti pour l'Australie, parce que nous avions des parents qui avaient commencé à bouger. Il est parti pour l'Australie, et là, il a rencontré quelqu'un qui s'appelait Bill Waterhouse. Bill Waterhouse était un des premiers bookies en Australie déjà. En 1954, Bill Waterhouse a commencé à faire le bookmaking, le propre bookmaking en Australie. Donc mon père, lui, quand il est parti une fois en Australie, il a rencontré un de mes cousins qui avait émigré avant nous. Il a voulu rencontrer Bill Waterhouse pour avoir des renseignements et savoir exactement comment ça se passait. Il l'a rencontré, ils se sont parlé, et c'est de là que l'idée de transformer le betting, si vous voulez, de Maurice, qui était à cette époque-là que des petits paris mutuels classés, des petits billets de 25 sous qu'on achetait, donne-moi un billet 1, 2, 2, 1, ou bien je veux avoir 25 sous sur le numéro 3. On avait des petits billets qui se donnaient. C'est là qu'il est retourné avec l'idée, lui, de dire, ben non, nous autres, nous sommes un des premiers, nous sommes un des plus vieux champs de course dans le monde. Il nous faut commencer à nous adapter un peu à la nouvelle technologie, si vous voulez, sans électroniquement.
Du papier. Papier. Alors, c'est là, lui, quand il est retourné, il a contacté les commissaires de Manchester Club. Il leur a dit qu'il connaissait déjà comme camarade. Il leur a dit, écoutez, messieurs, nous avons été partout, vous aussi sûrement vous avez été partout dans le monde, et vous avez vu que maintenant il y a un système de bookmaker pour les paris, qui est le nouveau système que nous n'avons pas ici nous. Alors j'aurais voulu, moi, vous demander la permission de commencer ce système-là ici à Maurice. Ça a été à peu près en 1958 probablement que ça a commencé. Parce que moi j'étais en Europe et lui ici, j'ai entendu dire, ben, il a commencé, bon, on l'a PMI, le Manchester Club, il a dit bon ok, on va vous donner une licence pour commencer à faire votre bookmaker de la façon que vous voulez, mais nous allons vous donner cette licence d'opérer seulement sur la montagne, comme on l'appelait à cette époque-là. Sur la montagne. Alors, il a accepté d'emblée. J'ai dit oui, ok. On a dit vous pouvez aller, pas dans les loges du tout, aller sur la montagne, même pas dans la plaine, aller sur la montagne. Commencer. C'est de là où ça a commencé. Ça s'appelait à cette époque-là la tente des blagueurs. Oui, justement. C'est de là que sur la tente des blagueurs, parce que généralement maintenant, quelques longues années, après décennies, c'est la tente des blagueurs, c'est un coin où tous les hommes sont en train de fumer une cigarette, de parler politique, de courses. C'est ça l'expression même, l'expression de la tente des blagueurs. Hein? Donc, il a été se mettre sur la montagne, petite colline là, avec une petite table, et il a commencé à opérer, à la crier, comme on disait à cette époque-là. C'est-à-dire, il prenait et quelquefois il se mettait sur la table pour pouvoir voir les gens autour et avoir la voix pour autant un peu plus loin. Bon, ok, 50 chelins. À cette époque-là, il y avait les chelins. On pariait avec les chelins, qui étaient, je crois, une roupie ou whatever. Mais ils criaient, à la criée, ils appelaient les personnes. 20 chelins, 10 chelins, Spanita, 40 chelins, Pompeia. Hein? Comme ça, ils appelaient les gens. Alors, les gens commençaient à venir voir et disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? On leur a expliqué, c'est très simple. Je vous dis, c'est 20 chelins. Vous mettez un chelin, vous avez 20 chelins. L'autre, c'est 5 chelins, c'est le favori. Vous mettez un chelin, vous avez 5 chelins. Ça a commencé à éduquer la population des courses, des connaisseurs. Ah, mais voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, si vous voulez venir? Donc vous êtes un peu les papas de la nation jougadière, parce que souvent on entend ça, et Maurice, il y a beaucoup de... Est-ce que c'était jougadière comme c'est maintenant qu'on voit des travailleurs venir quitter leur salaire, venir pour une cause, parce qu'ils ont rien. Est-ce que c'était vraiment comment je veux dire, des jeux d'argent responsables à l'époque? C'était des jeux d'argent responsables. Les gens venaient pour passer une bonne journée, pour venir voir et avoir un petit pari sur un cheval, pour pouvoir dire, moi je suis un peu plus excité maintenant, allez venez, va Mystics, va Hispanica, va, ainsi de suite, mais sans avoir aucun excès ou des idées de venir se faire de l'argent ou de venir millionnaire. Donc il y avait un montant maximum qu'on pouvait parier ou bien... Non, il n'y avait pas de montant maximum, mais les gens étaient très responsables. Ils ne pariaient pas beaucoup. Très responsables. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant ici. Il y a bien longtemps que je n'ai pas été directement. J'apprends qu'il y a beaucoup de bookmakers. Même online, même dans les autres cités de l'île Maurice. Donc ils n'avaient pas ça nous autres à cette époque-là.
Mais comment vous êtes descendu de la montagne pour vous trouver dans les loges? Ah ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Quand papa a été à la montagne, il a eu sa petite table, il a commencé. Alors, déjà, aimant les courses très très bien, il avait beaucoup de copains qui étaient de la même culture, si vous voulez, qui aimaient les courses. Les copains ont commencé à lui dire: Hey Marcel, mais tu as pu avoir une table, c'est formidable ça. Tu vas commencer. Il dit: Oui, si vous voulez me joindre, vous venez me voir, je vais vous faire avoir une table aussi. Là où ça a commencé la fin des blagueurs, parce que lui, il a été causé avec le commissaire, il a dit: Bon, Jean-Claude veut venir avoir une table aussi. Bon, que c'est votre copain, vous le connaissez? Oui, c'est lui qui était L'intermédiaire. Intermédiaire à chaque fois. Il disait: Je recommande Jean-Claude. Ah ben oui, on va donner à Jean-Claude une table pour qu'il puisse avoir une licence pour exercer, pour faire ça. Alors Jean-Claude est arrivé, il a fait une deuxième table. Maurice Rambert, qui était notre grand camarade de papa, est venu, il dit: Marcel, moi je ne peux pas. Ben oui, attends, je demande au commissaire. Ben voilà, j'ai mon copain Maurice. Oui, c'est votre copain. Donnez-lui une table. Une table, deux tables. Franck Bonnefin est venu. Raju Padayashi est venu. Hein? Des personnes comme ça. Il y a quelqu'un qu'on connaissait très bien, peut-être que vous connaissez son nom, il s'appelait Gassin, à Rosil. Il avait un petit bar. Il est venu lui aussi. Il a voulu venir à Bookmaker. Il s'est dit: Mais bon, Marcel, après il lui a dit: Bon, ok, attends, je vais te faire avoir. Finalement, nous sommes arrivés à avoir au moins presque une dizaine de tables sur la tente des blagueurs, qui étaient bookmakers, sans faire aucun tort aux autres. Chacun faisait son travail comme il fallait. Voilà. Mais est-ce que les cotes étaient pareilles? Les cotes étaient pareilles. Est-ce que peut-être votre ami Rimbert et votre père, ils avaient les mêmes cotes pour les mêmes chevaux? Mais la cote, comme tu sais, la cote changeait parce que si nous autres nous avons vendu trop du numéro 2, bon, on va augmenter la cote de numéro 2, on ne veut plus vendre. Lui, il n'a pas vendu beaucoup. Il laisse sa cote bas et les gens allaient avec lui pour jouer avec lui. Nous autres, à ce moment-là, on baisse la cote de notre cheval. C'est ça commence à commencer pour comprendre exactement. Là. Alors, mais tout ça, c'était à la criée. Donc, si tu peux te rendre compte, par exemple, que 10 personnes sont en train de crier 25 shillings, 22 shillings, numéro 2, oui, ça doit être attirer beaucoup de personnes de la plaine pour commencer, qui ont monté, traversé la piste, venaient sur la montagne, commençaient à jouer avec nous. Ensuite, ça a commencé à attirer les personnes qui allaient dans les loges, parce qu'eux, ils continuaient à jouer avec leurs petits billets de 25 sous, et tout d'un coup, ils ont commencé à apprendre: hey, il y a un nouveau système qui se fait sur la montagne. Les personnes de la loge ont traversé, sont venues en haut, commencé à jouer avec nous. C'est là où, encore une fois, mon père a été voir un peu les commissaires après peut-être 2 ans ou 3 ans. Ils avaient commencé à travailler sur la montagne. Il a été les voir, il leur a dit: Écoutez, messieurs, nous voyons beaucoup de vos personnes qui sont dans les loges monter, venir vers nous, et ils sont absolument excités, et ils viennent course après course, ils viennent jouer avec nous, après ils sont obligés de retourner dans les loges. Pourquoi ne pas nous permettre de venir établir un système, mettre une table dans les loges? Les commissaires se sont dit: ben, c'est raisonnable, coule de sauce, et c'est très pratique vraiment. Les personnes des loges n'auront pas à bouger pour aller sur la montagne. De là est venue donc la première table qui est venue dans la loge, et la table de mon père, commencé. Lui, il a pris avec lui 2 ou 3 copains, parce que on ne voulait pas avoir beaucoup de bookmakers dans la loge, peut-être une table, 2 tables seulement. Marcel, on ne peut pas te donner plus que ça. Il a dit: bon, ok, je prends 2 bons copains. Maurice Rambert venait, Radu est venu, un autre, 2, 3 seulement dans les loges. Les autres sont restés sur la montagne. Alors, ceux qui sont partis de la montagne ont été remplacés par d'autres bookmakers sur la montagne. Et voilà comment ça s'est déroulé. Et maintenant, c'est devenu une industrie. Maintenant, j'apprends que dans les loges, maintenant, il y a beaucoup de bookmakers. La dernière fois que j'étais aux courses,
J'ai été absolument ébloui de voir que, incroyable, le fameux kiosque de la police où on jouait la musique est maintenant rempli, entouré de bookmakers. Tandis que nous autres, on n'était rien que dans le coin complètement là-bas où il y avait peut-être 4-5 tables de bookmakers. Après ça, nous sommes venus tout doucement, un peu au milieu, mais un peu en retrait. Au fur et à mesure, ça a augmenté. Vous qui avez suivi l'actualité des courses hippiques avec le système de paris, comme vous avez dit, à Singapour, en France, en Angleterre, maintenant en Australie, Maurice est au bout du jour, nous sommes dans les mêmes tendances ou bien on est un peu Mauritian made, c'est-à-dire on a fait les paris, mais on a fait un petit peu à la sauce mauricienne. Non, je ne crois pas, je ne crois pas. Moi, je compare les bookmakers mauriciens, toujours j'ai dit ça, moi, je comparais toujours les bookmakers mauriciens. Encore plus quand j'ai été en Australie, que j'ai vu comment les bookmakers australiens opéraient, je me suis dit, techniquement parlant, ou si vous voulez, intellectuellement parlant, les bookmakers de l'Australie ne valent pas les bookmakers mauriciens. C'est une belle phrase, ça. Parce que nous autres, nous travaillons à cette époque-là, toujours avec le papier, comme vous venez de me dire, et tout est fait par l'esprit. Je sais exactement, avec mon papier devant moi, combien de paris que j'ai pris sur le numéro 1 et 2. Comment vous faisiez? Vous n'avez pas de calculateur, vous n'avez pas tous ces outils, un ordinateur. Rien. Comment vous faisiez? C'est super. Vous êtes une calculette ambulante? Oui, on était. Mon père avait un associé, parce que moi j'étais encore trop jeune quand il a commencé. Moi je suis retourné en 58, je suis retourné ici à Maurice, pour mes études que j'ai arrêtées là-bas. Et lui il avait déjà commencé, donc il avait pris un associé avec lui, qui est M. Marc Lemar. Depuis qu'il a commencé, Marc est resté avec nous jusqu'à que nous sommes tous partis. Mon père nous a suivis pour l'Australie et Marc, évidemment, lui aussi, il a arrêté probablement dans le bookmaking. Vous voyez? Mais, quand je vous dis Marc Limar et mon père étaient deux, comment je vais dire ça, deux super... Des génies, quoi, des génies. Ouais. Des génies. Ils mettaient tout sur papier. Bon, ça c'est augmenté. Bon, on monte celui-là. Bon. Un joueur arrive, joue beaucoup. Arrive à un moment donné, il commençait à jouer beaucoup déjà. Bon, il joue beaucoup sur le numéro 2. Ah ben non, on ne peut plus là, on monte numéro 2. Ah ben on monte numéro 2, on baisse numéro 3 et numéro 4 pour pouvoir balancer. Oui, ouais. C'est une question de balance finalement. Oui. Hein, c'est une question de balance. Parce que nous autres, quand on était bookmaker, et moi je suis rentré un petit peu plus tard après avec eux, avec les deux autres, donc nous étions à 3 à travailler. Donc les 3, nous avions chacun notre rôle, un qui bougeait la cote, qui montait la cote, l'autre qui regardait la balance, comment ça s'écrivait, et la seule chose que nous autres, on est resté très, si vous voulez, solidaire avec, c'était de ne pas parier sur aucun cheval. Nous, comme bookmakers. On était là pour balancer les livres, que quand nous faisions la balance pour les 10 chevaux ou les 7 chevaux à cette époque-là qui couraient, nous étions sûrs que bon, on va faire un fonds de 500 roupies par fonds. Donc un cheval se vendait à 100 pour 500, le cheval se vendait à 50 pour 500, le favori se vendait à 250 pour 500. Et que à la fin du compte, les 7 chevaux ajoutés en tout nous donnaient un fonds que nous avions les 500 roupies pour pouvoir payer le gagnant. Et un petit peu en plus pour le profit. Donc, il n'y avait pas de dire, ah, je vais vendre ça, comme on disait anciennement, cerf-volant. C'est-à-dire vendre, et prendre le risque de dire, ben, le cheval va perdre ça. Et après, vous êtes dans la... ce qu'on appelle Maurice Cheval droit à la patte. Ça même, vous comprenez là?
Donc on ne faisait pas ça, nous, jamais. On balançait tout le temps les livres, mais pour balancer là, c'est ça. C'est ça, même le système actuel, avec toute la technologie, avec tout le respect que j'ai pour la technologie, toutes les affaires, ils ne pouvaient pas. C'est pourquoi que je vous dis, quand j'avais été en Australie, moi je regardais les Australiens, eux déjà, ils avaient leur computer avec eux. Ils faisaient tout ça sur le computer. Moi je les regardais, je dis, quel computer? J'ai pas besoin de computer pour savoir que ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Tout de suite. Ah oui, j'étais baissé dedans pendant des années aussi, ça devient facile. Exactement. Exactement. Mais maintenant, malheureusement, tout est devenu électronique. Hein. Mais est-ce que ça va évoluer selon vous, selon votre grande expérience, je pourrais dire? Est-ce que ça va évoluer ou on est arrivé vraiment? C'est peut-être des petites innovations un peu à droite, à gauche, peut-être. Petite innovation. Ça ne peut pas évoluer plus que ça. Ça ne peut pas évoluer plus que ça. Maintenant, seulement l'évolution, maintenant, malheureusement ou heureusement, c'est arrivé online maintenant. Les personnes jouent. Bet 365, bet, ça veut dire tu peux bet tout le long de l'année. Bet 365, 365 jours de l'année, tu peux bet. Là, fait une jolie promotion pour eux là. Mais est-ce que vous en Australie, vous regardez un peu les courses de Maurice, vous suivez les courses de Maurice? Est-ce que vous avez une chaîne? Non, pas assez, pas assez. On ne peut pas suivre convenablement. J'ai appris qu'il y a des personnes qui en Australie font un peu de publicité pour ça, qui disent, bon, ben, vous pouvez venir jouer si vous voulez sur les courses de Maurice. Mais pour moi, personnellement, il n'y a pas assez de propagande, si vous voulez, ou d'ouverture qui montre les courses de Maurice. Par exemple, nos chaînes que nous avons sur les channels pour les courses en Australie nous donnent très souvent des courses à Hong Kong, nous donnent des courses à Singapour, et quelquefois, arrive un moment donné, nous donnent des courses en France, nous donnent des courses en Angleterre, que nous pouvons suivre à des heures différentes, principalement. Mais nous n'avons pas, sur cette chaîne-là, nous n'avons pas suffisamment de couverture, si vous voulez, sur les courses de Maurice. Vous regrettez ça peut-être en Australie de regarder peut-être Longchamp, de ne pas voir votre petit champ de Moss avec ces marchands de Briani, du gâteau au piment, du samoussa? Absolument. Parce que pour nous expliquer ça aux Australiens qui ne sont jamais venus à Maurice et qui ne connaissent pas notre champ de Moss, pour expliquer, ils n'ont aucune idée de ce que je leur dis là. Ils n'ont aucune idée. Quand on regarde un peu l'aspect social du champ de Moss, du Méden, qui avait ses caractéristiques depuis 177 ans, est-ce que c'est pareil ou bien c'est un peu plus classe en Australie ou bien c'est mis sur tout le monde? Je peux ne pas être vraiment étonné de voir certaines classes sociales en Australie comparé à ce qu'on voit à Maurice. Vous pouvez voir quelqu'un qui est un laboureur, un grand manager qui est dans une loge. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de particulier en Australie sur les champs de course ou bien c'est normal? Non, normal. Normal. Mais beaucoup de personnes en Australie aussi, dans les grandes courses, telles que les grandes coupes, comme dit ici par exemple, comme le Méden ou la Coupe d'Or ou la Duchesse. La Duchesse. Ça. Il y a beaucoup qui viennent parce que la foule les attire pour venir. Donc, ils viennent là socialement plus que pour venir aux courses. Nous voyons ça très souvent, nous autres, nous allons aux courses. Et mes fils et moi, on était membres de la WATC, le Western Australian Turf Club. On allait dans les loges, on voyait, quand on allait aux courses, souvent, tous les samedis, si on allait aux courses, nous, on allait aux courses exactement comme je vous ai dit avant, sans penser à avoir de l'argent ou à gagner de l'argent. On allait aux courses nous autres, parce que nous aimions les chevaux, nous aimions voir le spectacle simplement, et avoir un petit bête de rien du tout pour dire, on a un attrait. Un petit taquiné, un petit badinage. Un petit badinage. Beaucoup d'autres personnes sont de grands parieurs, si vous voulez, là-bas aussi. Mais il y a beaucoup dans la foule, quand nous allions aux courses tous les samedis, disons, on voyait que les samedis ordinaires, c'était à moitié rempli, il n'y a pas beaucoup de foule, à part de ceux qui sont dans la loge.
devant sur la plaine. Alors, rien à l'intérieur, hein, mais devant sur la plaine, juste avant la piste, il y a quelques personnes. Et sitôt que vous aviez une course principale, dotée d'une coupe spéciale, à ce moment-là, c'était rempli de personnes qui venaient là pour jouir la journée socialement. Par exemple, ils ont beaucoup de courses qu'ils font à Perth, qui sont des coupes de Roma Cup, par exemple, c'est la coupe italienne. Oui. Bon, ça, c'est la journée italienne. Je viens de vous dire, c'est rempli d'Italiens, mais qui viennent socialement, ils vont rencontrer leurs camarades, ils viennent pour manger, pour s'amuser, pour avoir un drink. Mais quelques-uns dedans vont jouer, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est jouer. Ça, c'est social. Un autre jour, ça va être un autre truc. Le Irish Cup, par exemple. Alors là, tous les Irlandais arrivent. Vous comprenez, il y a des coupes comme ça qui se passent, où la journée, la fameuse journée de l'Australie, qui est le Melbourne Cup, qui va être couru, disons, à Melbourne, tous les 1er novembre, tous les premiers mardis en novembre, le Melbourne Cup se court à Melbourne, mais là, même à Perth, c'est quasiment impossible de marcher avec les jambes. Moi, je ne vais pas aux courses à ces moments-là, parce que c'est trop rempli, la foule. À moins que si je vais, je reste tranquillement dans la loge, en haut, je ne bouge pas. C'est rempli, mais beaucoup de social, de personnes qui viennent pour être là, pour dire, avec le beau club, avec leur grand chapeau, les dames, avec les messieurs, avec leurs costumes bien habillés. Après, on les voit à la télévision l'après-midi. Des trucs comme ça. C'est un peu jet set. Oui. Quand je compare ce que vous venez de me dire à ce que je vois, parce que tous les samedis, il y a un grand monde de différence comparé au public des courses en Australie et celui du Maurice. Oui. C'est difficile à vivre ça quand vous étiez sur la montagne pour regarder ça. Maintenant, quand vous rendez quelque chose, là peut-être vous avez parlé de journée italienne, journée des courses irlandaise, peut-être française. Oui. Je ne sais pas quoi. Oui. C'est différent. Il n'y avait pas un peu de nostalgie, ça vient pas de la nostalgie Souvent, oui, souvent, nostalgie. La nostalgie, ça c'est quoi? À quoi vous pensez à ces moments-là? Je pense justement à la façon qu'on venait aux courses. Vous savez, quand nous allions aux courses, nous autres, par exemple, si je vais aux courses, moi, demain, ici, je vais aux courses, je vais toujours à l'intérieur du Champ de Mars. Que ce soit par taxi ou par voiture avec quelqu'un, nous rentrons à l'intérieur du Champ de Mars et nous allons mettre notre voiture où je dis au taxi de me quitter à la PLTC. Vous connaissez la PLTC? Oui, je vois. Focus Tennis Club, qui est au milieu, qui est toujours là, mais sans terrain de tennis. J'étais membre du PLTC pendant des années et des années et des années. Je vais au tennis, ça va? J'étais membre. Alors, cette nostalgie-là me revient toujours. Alors, quand je vais aux courses, quand je suis à Maurice, je vais toujours à la PLTC. Et de là, je marche, je traverse, ça me donne des souvenirs inoubliables de traverser la plaine, comme on dit, de traverser la piste et de rentrer dans les loges ensuite. Heureux. Parfois, vous avez des petits flashs, vous dites, la table de papa était maintenant. Certainement. De votre père, je ne sais pas de papa, de votre père. Certainement. Était là, celui de Rambert, était là, de votre Beaucoup de souvenirs comme ça, parce que moi, à chaque fois que j'allais aux courses pour travailler avec papa, alors on était, comme je vous dis, on était les derniers à aller voir, à sortir. Tout le monde était déjà avait pris place. Alors nous autres, nous sortions toujours vers le but. Parce que c'était directement l'entrée avec les tables que nous avions. Donc on sortait en dernier, on allait là, mais c'était déjà rempli de monde devant nous, donc on avait toujours la dernière rangée. Et je me souviens très bien, je dis ça aux enfants tout le temps. Look at me when you look at the racers. Des fois je leur montre des vidéos. Look at me, I'm jumping. Parce que j'ai besoin de sauter pour voir, parce que je suis dernier complètement, alors je saute pour pouvoir voir l'arrivée. Ce sont des souvenirs inoubliables que jamais on verra. On verra. On ne va pas oublier jamais. Quel est le meilleur souvenir que vous gardez des courses à Maurice? Mais pour moi, les courses à Maurice, c'est de travailler. C'est de travailler comme on a travaillé. Jamais
jamais on va oublier ça. Là récemment, il y a eu beaucoup de trucs de loi et machin. Tu vois, on commence à voir que la MTC pourrait se trouver dans des difficultés. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il faudrait changer le système ou il faudrait-il améliorer? Peut-être mieux gérer? Moi, je crois mieux gérer et moi, je crois probablement réduire à une certaine quantité de bookmakers que vous avez. Le trop de nuit? Oui, je crois. Parce que vous avez des. Maintenant, il y a d'autres systèmes à filmer, mais ils sont placés en ville. Je ne vais pas dire les noms des compagnies, mais sans doute vous avez vu, à Grand-B, il y en a, là où nous sommes, à Triolet, j'en ai vu. Peut-être dans toutes les grosses agglomérations, il y a un système de paris électronique. Est-ce que ça aussi, il faudrait mettre un eau là parce que ça. Il faut contrôler la première. Mieux Absolument. contrôler? Mieux contrôler. Mieux contrôler. Certains me disent comme ça, Jean-Claude, tu sais, maintenant je ne vais plus les courses parce que j'ai ça à la télé, je vois tout, j'ai accumulé tel, je peux faire ça de mon cell phone, de mon portable, je peux parier avec des systèmes Donc comme ça, ça. c'est ça qui gâterait complètement ça. Si personne n'allait plus parce qu'ils ont ça à la télévision, ils peuvent jouer n'importe où, alors ils ne vont pas aux courses. Ça va gâter complètement l'ambiance de voir quelqu'un aller aux courses pour dire ah ben je vais aux courses, je vais commencer à me joindre à la foule, mais je vais en même temps faire un petit pari. Mais j'aime l'ambiance, j'aime d'aller aux courses pour pouvoir être au champ de course. De vivre l'instant, de vivre le moment. Ah oui, absolument. Absolument. Ça aurait été très dommage que ça disparaisse. De 58 à maintenant, est-ce que la qualité des chevaux ont changé? Peut-être il y a certains locaux qui sont un peu difficiles à battre. Est-ce que les chevaux maintenant, c'est resté pareil ou bien on a des... À Maurice, je ne peux pas trop vous dire. Hein. À Maurice, je ne peux pas trop vous dire, mais je sais qu'à l'extérieur, non, ça n'a pas changé. Les chevaux restent les chevaux. Hein. Les entraîneurs restent les entraîneurs. En Australie, nous avons de très grands entraîneurs. J'ai connu pas mal d'entre eux. Et je vais vous dire quelque chose qu'en Australie, nous avions un Mauricien qui a monté, qui a fait bonne figure en Australie. Son nom est Johnny Klett. Oui. Vous le connaissez? Oui, oui. Non, à l'époque, il y avait François de Courrier. Les premiers jockeys, c'était les deux courriélistes, François, Maxime. Oui. Maintenant, on a les bas de Joe Aaron. C'est bien démocratisé. Johnny Klett a commencé à monter aux courses en Australie, à Sydney, où il habitait. Et puis, il y a au moins 15 ans, il est revenu à Perth. Moi, j'ai connu bien son papa, Silvio Klett, qui a entraîné les chevaux à Perth. Il était un entraîneur à notre époque quand nous sommes arrivés. Donc, il avait entraîné un cheval pour nous, la famille, les amis et lui-même, comme entraîneur. Il était propriétaire de ce cheval-là. Et c'est ça l'amour des courses, ça. C'est des fois, tout ça commençait par avoir un cheval que vous prenez, commencer à entraîner le cheval, hein, le faire courir. Il n'a pas gagné beaucoup de courses, mais pour nous, pour moi, hein, c'est un honneur et je suis très fier d'avoir eu ce cheval-là. Il était entraîné par, ça s'appelait Dynamic Command. Il était entraîné par Silvio Klett. Tous les propriétaires du cheval étaient des Mauriciens. Commencé par Silvio lui-même, moi, mes enfants. Et je crois que c'est tout. Donc tous les propriétaires étaient des Mauriciens. L'entraîneur était Mauricien. Le jockey, une des fois qu'il a gagné, était oh my God, Dominique Tourneur, un jockey mauricien qu'il a monté. Donc tout était mauricien. Et les couleurs de la casaque du cheval étaient les couleurs mauriciennes. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu,
jaune, vert. Donc nous avons une photo, moi chez moi j'ai une photo dans ma salle de famille, a grandi avec ce cheval-là, Dagnan, Dominique Tourneur dessus, Sylvio Clette l'entraîneur et tous les propriétaires des Mauriciens. Donc c'est unique pour moi d'avoir un cheval comme ça. Donc ça doit être un grand souvenir quand un cheval entraîné par un Mauricien, monté par un Mauricien, les propriétaires sont Mauriciens gagnant dans le salle. Yeah. C'est bien unique. Je ne connais pas beaucoup d'autres Mauriciens. Dernière question, Gérard. Est-ce que c'est facile de faire des cracks? Vous avez eu un cheval, vous avez eu un entraîneur, vous avez eu un jockey. C'est facile d'avoir des noms comme Winked Pharaoh, peut-être que vous avez connu, Samat, peut-être, Strident, peut-être, oui, Strident, Monastique, peut-être pas parce que les personnes connaissent maintenant. Maintenant, ce sont des noms des couples, des plates maintenant, énigmatiques. Voilà. Est-ce que c'est facile maintenant de créer ce genre de chevaux qui attire vraiment? C'est ça. Parfois, peut-être, je ne sais pas, Azul attirait sa foule. Il y avait des fans d'Azul qui venaient juste pour voir le cheval courir. Absolument. Est-ce que maintenant c'est encore possible de créer ce genre de crack, vraiment de super cheval? Il y a possiblement ici, mais je sais qu'en Australie, il y a. En Australie, il y a. Nous avons actuellement en Australie un cheval qui s'appelle Wink, W-I-N-X. Winx. Ce cheval-là a été acheté il y a peut-être 3 ans de cela, parce que maintenant le cheval a, je crois, 7 ans, ou 8 ans même, peut-être, 7 ans. Le cheval a été acheté par un groupe de propriétaires à Sydney ou à Melbourne. Ils ont commencé à l'entraîner par un entraîneur australien. Et il y a un jockey qui l'a toujours monté. Le cheval a un record de 22 ou plus que ça, hein. Donc, puis here, 22 ou 25 victoires consécutives. Un Strident je me rappelle, c'était avec une vingtaine, une douzaine de courses d'affilée. Enfilé, je pense qu'il y avait le Méden, la Coupe d'Or, cinquantenaire. Ce cheval-là, une jument, elle est imbattable. Hein? Mais alors, conserver l'entraîneur, c'est un très bon entraîneur qui a été le seul entraîneur depuis le commencement. Le jockey est un bon jockey qui a été le seul jockey qui a monté depuis le commencement. Et les propriétaires sont absolument extatiques. Ils ont gagné des millions et des millions avec ce cheval-là. Donc pour faire un crack, il faut avoir le cheval, l'entraîneur et le jockey. C'est le trio match. Bien petite question. Je me pose la question. Avec cette industrie qui est là depuis presque 200 ans, je veux dire, pourquoi on n'a pas eu, il n'y a pas de haras à Maurice d'avoir des chevaux vraiment mauriciens au lieu d'être obligé d'importer de l'Afrique du Sud, d'importer peut-être ici à droite? Vous avez une réponse pour moi, Gérard? C'est la dernière question. Mais c'est assez difficile d'avoir un élevage, d'avoir un cheval. Un étalon, quoi. Un étalon. Hein, c'est difficile d'avoir un étalon parce que je crois bien que la majorité des chevaux qui viennent à Maurice sont des ombres. Oui, en beau gris, en beau... Voilà. Voilà. Donc, pas de reproduction. Il n'y a pas de reproduction. Alors, un étalon, à proprement parler, il aurait fallu l'avoir pas après qu'il ait de 3 ans. Donc, si vous achetez un étalon, un jeune cheval de 2 ans, un mâle, il aurait fallu l'acheter comme ça, de l'Australie ou du Sud-Afrique, ou là où vous importez les chevaux, maintenant je ne sais pas trop où, et le faire venir à Maurice. Donc, sachant qu'il a un pedigree extraordinaire de son arrière-grand-père. Alors, on l'achète à 2 ans. Là-bas, on ne paye pas trop cher parce qu'il n'est pas connu du tout. On l'achète sur le pedigree de la famille, on le fait venir ici, on commence à l'entraîner, et je ne sais pas, je ne peux pas répondre s'il y a maintenant des courses pour les chevaux de 2 ans ici. Je ne saurais vous dire. Parce qu'en Australie, nous avons beaucoup de courses pour les chevaux de 2 ans. 2 ans, il arrive. Réservé pour les chevaux de 2 ans. Alors, ils courent pas beaucoup, on ne les fatigue pas beaucoup, on les donne cet entraînement qu'il faut tranquillement, on les fait courir peut-être 3-4 fois par an, jusqu'à qu'ils ont 3 ans.
Alors là, ils sont toujours des chevaux de 2 ans qui ne sont pas Castré. castrés. Castré, Exactement. Castré. Donc, de là, ils vont commencer à choisir là. Ah, ce petit cheval de 2 ans-là, sur 4 fois qu'il a couru pendant une année, il a gagné 2 fois ou 3 fois. Ah, on le garde là. Donc il monte en valeur. La Il cote monte en monte. valeur. Quand il arrive à être 3 ans, c'est la même chose encore. Ils ont des courses un peu plus souvent maintenant pour les chevaux de 3 ans. Alors, le petit cheval qui a gagné 2 ou 3 fois à 2 ans commence à rentrer dans les courses de 3 ans, réservées pour les chevaux de 3 ans. Il y a des courses qui sont réservées pour les étalons et des courses réservées pour les Juments. juments. Aussi. Ok. Alors, on va voir comment il performe, le petit cheval là. Alors, il arrive, mais s'il arrive à gagner, disons, 3 ou 4, 5 courses dans une année, à 3 ans, ah ben là, les propriétaires et l'entraîneur va suggérer au propriétaire, on ne le coupe pas, on ne le casse pas. C'est lui qui est réservé pour devenir la prochaine génération. Voilà comment il faut faire ça. Et s'ils ne font pas ça ici à Maurice, ça va être bien difficile de produire proprement. Vous faites un ara, comme vous dites. Ça va être bien difficile. Pour terminer, vous avez un souvenir que vous voudriez partager? On n'a pas parlé, on a parlé de beaucoup de choses, mais il y a un souvenir qui peut-être que j'ai oublié de toucher, ou quelque chose, une partie de... Bon, je crois qu'on a parlé de tout là, Jean-Claude. On a parlé de vraiment tout. De la fameuse, pour moi la fameuse, l'unique, pour nous c'est l'unique champ de course dans le monde, c'est notre petit champ de Mars. Comme je t'ai déjà dit, c'est à cause de la façon que c'est structuré. Il y a des personnes au milieu de ce champ de course. C'est une merveille de voir ça. Il n'y a pas ça dans le monde. Il n'y a pas beaucoup de places, je ne connais pas dans le monde complètement, moi. Mais ce que j'ai déjà vu, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette foule, cette ambiance de personnes qui rentrent, qui sortent, qui aiment, qui viennent, qui enjoy, qui sont contents d'être là. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Bon, à part bon retour en Australie, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? D'écrire un livre, ça vous intéresserait? Je pose cette question. Ça vous intéresse pas d'écrire un livre sur tout ça? La famille Corvelle, les premiers bookies. Ah, je vous donne peut-être le titre. Les Corvelle, les bookeuses, les bookies. Oui, c'est une bonne idée. J'ai pensé à ça souvent. Mais c'est pas facile. Vous pourriez avoir quelqu'un qui aime les courses en Australie, moi. Les courses en Australie et peut-être vos mémoires, peut-être, c'est une très belle mémoire, voire de 58 ans maintenant. Peut-être l'attente des blagueurs, le titre pourrait être l'attente des blagueurs. J'ai 3 fils et une fille quand nous sommes partis d'ici. Quand nous sommes arrivés en Australie, j'ai mon fils aîné qui aime les courses, mais aime les courses pour dire, quand on l'invite pour aller aux courses avec toute la famille, il vient. Avec sa femme et sa famille, il vient. Mais sans aimer les courses comme vous. Comme nous. Mes 2 autres fils, le troisième, le second fils et le troisième, sont des mordus et des amours. Ils sont amoureux de courses. C'est eux qui, avec moi, nous sommes nous sommes entrés membres du WTC, Western Australian Turf Club. Nous sommes entrés membres. Et nous connaissons beaucoup de personnes là-bas, à Perth, qui nous connaissent très bien. Mais mes 2 fils sont très amoureux des courses, de chevaux. C'est bon de voir, c'est bon de voir. Et j'ai mon dernier fils, mon second fils là, Alan, lui aussi il a un fils qui aime bien les courses, qui vient avec nous. Il y a ça dans le sang, comme on dit. Il faut chercher la main qui va écrire toute cette histoire. Le dernier fils, lui, il a 2 jumeaux qui sont encore très jeunes. Ils ont 5 ans, ils vont avoir 6 ans en décembre. 2 jumeaux, identiques. Alors eux aussi, ils commencent à venir aux courses maintenant avec leur papa et nous. Ils arrivent là, ils sont contents. Ils adorent les courses. C'est une très bonne idée d'écrire. J'aurais bien voulu écrire parce que
je suis très content de voir que au moins mes deux fils me suivent. Ils pourront dire que je suis presque certain qu'ils vont garder cet amour de course là. Quand ils viennent à Maurice, là, ils viennent, ils vont aux courses définitivement. Et puis quand on va aller aux courses, là, on rentre dans un taxi, on part, comme je vous dis, on va directement à Pieltici. Depuis Pieltici, on marche, on va rentrer là-bas. Ils sont contents, ils vont aller jouer. Je peux vous dire que dès leur jeune âge, dès qu'ils ont commencé à venir avec moi aux courses en Australie, parce qu'ici on n'a pas été aux courses tellement, je les ai éduqués comment aller aux courses. Comment bien parier. Oui. Pas sur qui parier, mais comment jouer. Oui. Premièrement, je leur dis par exemple, ne croyez pas que vous allez gagner de l'argent en allant aux courses. Il vous faut aller aux courses parce que vous aimez les chevaux. Vous aimez ce sport-là comme un sport. Hein? Vous aimez voir les chevaux courir. Mon troisième fils, il est un naturopathe à Perth. Il a sa clinique qui est à peu près à 200 mètres d'un des plus grands champs de course à Perth, à Scott, Racecourse. Il a beaucoup de camarades. Johnny Clegg est full camarade avec lui. Johnny Clegg vient à Maurice bien souvent. Vous savez pourquoi Johnny Clegg vient à Maurice? Il vient à Maurice 2 fois par an pour enseigner les apprentis mauriciens. Ici, dans le Mauritius Club. Et à Perth, il est l'assistant manager des Apprentice School. Il n'est pas facile à faire. C'est la petite histoire du secteur typique à Maurice qu'on ne connaît pas. Là, moi, vous m'avez appris quelque chose que je Il savais vient pas. ici. Il vient ici. Il adore venir ici naturellement, mais il vient ici, je crois bien. Je crois bien qu'il vient ici avec l'assentiment et avec le seul Devoir accompli. devoir accompli. Il est invité par le Mauritius Club pour venir, et il adore ça lui, pour venir instruire les apprentis mauriciens, les jeunes apprentis mauriciens. Il passe un mois et demi, 2 mois à Maurice, après il repart, il retourne dans son job à Perth. Son job à Perth, c'est d'entraîner les apprentis, les petits, les jeunes. C'est ces beaux mots, Gérard, quand même, merci beaucoup. C'est une belle page d'histoire que vous m'avez offerte. Ah, mais je suis- Bon Méden alors, bon Méden. J'espère pouvoir aller, j'espère pouvoir aller. J'ai des camarades là, quand je sors d'ici, on va organiser des billets. J'espère pouvoir aller.